Et la construction de ce nouveau front populaire se fait tous les jours, mais notamment aujourd'hui, le dimanche 23 juillet. Bienvenue à toutes pour une nouvelle émission Twitch Les Finupes Monde. J'accueille avec moi Nico, mon ami de Thaïlande et aussi co-animateur et graphiste. Salut Nico. Bonsoir à tous, bonsoir Gaët. Oui, il dit toujours bonsoir, je le rappelle, parce qu'il est déjà tard du côté de chez lui, de l'autre côté du monde. Pour cette nouvelle émission, donc du coup, nous accueillons Léo Walter, député des Alpes et des Hauts-de-Provence. Il siège à la place 609. Il est enseignant, directeur d'école. Salut Léo. Bonjour tout le monde. Ravi de t'accueillir dans cette nouvelle émission et de prendre un petit peu de temps depuis ta permanence de parlementaire depuis les Alpes et Hauts-de-Provence. Comment vas-tu ? Mais écoute, ça va très bien. On a terminé hier matin à 2 heures la dernière session parlementaire. Ça a été des semaines particulièrement chargées. Donc, même si je travaille encore jusqu'au 3 août, mais en circonscription, j'avoue que j'accueille ce retour à la maison et ce relatif repos avec beaucoup de plaisir. Alors oui, effectivement, c'est important de se reposer pour repartir de force et courage pour le mois de septembre. Tu es directeur d'école, tu fais partie de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Tu as 4 collaborateurs avec toi. Il y a une très belle interview que je vous invite à voir de Léo sur Blast avec David Dufresne qui retrace un petit peu ton engagement et ton parcours politique. Vous pouvez aller la voir. Moi, alors on va commencer directement un peu cette introduction par ta victoire, puisque tu es primo-député et comme de nombreux élus de ruralité, c'est la première fois que tu rentres au Parlement. Tu mènes une sorte d'équilibre entre ton approche syndicale et ton approche politique. Tu as gagné au premier tour de cette année 2022 940 voix et au second tour 16 063 voix. Comment t'y es parvenu ? Alors d'abord, moi je tiens toujours à rappeler que c'est une victoire qui est collective et c'est un travail qui est collectif. Je pense pas du tout, je ne crois pas du tout être l'unique responsable, loin de là, de cette victoire. Et ça me paraît essentiel à rappeler, surtout dans un mouvement comme le nôtre, où on nous accuse souvent de personnaliser les choses. Moi, je ne souhaite absolument pas personnaliser les choses. Alors, la réponse à ta question, elle serait très longue et elle demanderait beaucoup de temps, mais je vais essayer de résumer en quelques mots. La première chose, c'est la présence sur le terrain depuis très, très longtemps. À savoir que la campagne de 2012, déjà dans le 04, avait été prise en exemple par Jean-Luc. Nous, on a une petite vidéo fétiche ici. C'est Jean-Luc pendant les législatives de 2012 à Hénin-Beaumont, où il se présente contre Marine Le Pen, qui réunit les militants et qui leur dit écoutez, je vais vous expliquer comment on va faire campagne. On va faire campagne comme dans les Alpes de Haute-Provence. Alors nous, c'est notre petite médaille. On aime beaucoup cette vidéo. Et ce qu'il explique, et c'est très juste, c'est que déjà en 2012, on était quelques-uns, on n'était vraiment pas nombreux, mais on avait fait une campagne de terrain absolument exceptionnelle, d'abord en termes d'affichage, et puis en termes d'aller vers, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on était allé vraiment dans des tout petits villages, on était allé partout, le plus partout possible en tout cas, pour rencontrer les gens, et ça, je pense que c'est essentiel. Et puis en 2017, à l'issue des amphis d'été, on a décidé avec les copains des Alpes de Haute-Provence de fusionner les deux assemblées générales. Il y avait des assemblées générales de circonscription et on les a fusionnées et on a créé une assemblée générale départementale qui n'avait pas d'existence statutaire mais qui existait et qui s'est réunie sans discontinuer tous les mois depuis 2017. Y compris dans les moments difficiles, dans les moments de creux. On s'est toujours réunis tous les mois, quoi qu'il arrive. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'était une véritable assemblée générale, c'est-à-dire que ce n'était pas des représentants des groupes d'action, c'était tous les copains militants, toutes les copines militantes qui souhaitaient y participer, qui pouvaient être présents. Et le troisième point, qui est à mon sens le plus important, c'est qu'on a décidé tout de suite que cet AG avait pour but l'action et de réfléchir à comment on allait porter nos forces, nous, insoumis, dans toutes les luttes qui existaient dans le département, partout sur le territoire. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a une présence forte partout. Si tu prends n'importe quel collectif, n'importe quel petit groupe dans le 04 organisé, il y a forcément un, voire des insoumis, soit à l'initiative, soit parmi les militants actifs.
Et ça, je pense que c'est vraiment le point le plus important. Après, pour essayer de faire court, il ne faut pas nier le fait que mon élection vient aussi de la détestation provoquée par mon adversaire. Le Castaner de 2017, Voilà, c'est ça. qui était à l'époque considéré comme quelqu'un de gauche, puisque je rappelle qu'il vient du Parti Parti Socialiste, socialiste, effectivement. qu'il avait été élu vice-président du conseil régional, maire de Fort-Calquier, sous l'étiquette Parti Socialiste, qu'il avait mené, en tout cas de manière locale, une politique plutôt à gauche pendant son premier mandat. Et puis, entre-temps, il est passé à La République En Marche, puis surtout, il est devenu ministre de l'Intérieur. Et dans le 04, le mouvement des Gilets jaunes a été très fort. Notre présence au cœur de ce mouvement est, à mon avis, aussi très importante pour comprendre notre réussite. Et donc, le rejet de Castaner, du Castaner de 2022 joue aussi pour beaucoup. Il faut pas nier les choses. Est-ce qu'entre-temps, c'est aussi le rejet du gouvernement, puisqu'en 2017, on voit effectivement, comment dire, sortir de la forêt Macron et toute son équipe, soi-disant civile, de droit, des entrepreneurs, des start-upers. Et puis, est-ce que c'est pas l'aboutissement de ces 5 années en disant, stop, on va arrêter le baron local et on va mettre quelqu'un qui soit beaucoup plus fidèle à nos idéaux et nos idéotes. Et c'est Léo, à ce moment-là, peut-être toi ou ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ce rejet, il s'est concrétisé comme ça, en fait? Quand tu regardes les Alpes de Haute-Provence, il y a 2 circonscriptions dans ce département. Il y en a une qui est plutôt celle qui est la plus à gauche, qui était la circonscription avant de Bianco, qui a toujours été très marquée à gauche. Et la mienne, qui était plutôt de droite molle ou socialiste, il y en a une qui a basculé au RN et une qui a basculé chez LFI. Et je pense effectivement que c'est la marque d'un rejet de tout ce que pouvait représenter Macron. Je sais qu'on va parler pendant ce Twitch aussi de ruralité. Je pense que c'est un point important aussi. C'est-à-dire que ce rejet-là, il vient aussi d'un sentiment d'abandon et d'un sentiment de nous contre eux, de la province contre Paris, de la ruralité contre les élites, en tout cas telles qu'elles peuvent être fantasmées parfois. Et il y a un exemple qui me semble assez frappant, c'est Entrevennes, qui est un tout petit village où j'ai été directeur de l'école pendant 5 ans, qui fait partie d'un coin où il y a 3 communes. Il y en a une qui est plutôt très marquée FN, il y en a une qui est marquée centre droit rural, et puis Entrevennes, c'était la commune de gauche. Jean-Luc est arrivé en tête en 2012 au premier tour, en tête en 2017 au premier tour, en tête en 2022 au premier tour. Très régulier en tout cas comme résultat. Tout à fait. Et au second tour des législatives de 2022, des présidentielles de 2022, 76% pour Marine Le Pen. Voilà, wow. Je pose ça là. Je pense que c'est très parlant. Mais en fait, est-ce que vous aviez réussi à identifier justement cette détestation en quelque sorte de l'adversaire, ou est-ce que vous êtes contenté simplement de faire campagne sur les idées, ou est-ce qu'il y a eu un peu un mix des deux en quelque sorte? Alors, nous, étant donné l'adversaire auquel on était opposés, on n'a justement pas souhaité du tout jouer l'anti. C'était pas notre truc. On pensait que ça se ferait tout seul, et d'ailleurs, ça s'est fait tout seul. La plupart de ces affiches dans la circonscription ont été éborgnées à la bombe ou remplacées par des affiches gilets jaunes, etc. Donc, il n'y avait pas besoin de s'en occuper, j'ai presque envie de dire. Mais surtout, on n'avait pas envie, nous, de descendre dans le caniveau ou d'être dans une campagne anti. Donc, on a plutôt fait le contraire. On a fait plutôt une campagne positive sur nos propositions, une campagne offensive, une campagne de terrain. On a monté, comme en 2017, une caravane où on est allé dans absolument toutes les communes de la circonscription. Il y en a 99. Il y en a qui sont très très éloignés. Pour s'y rendre, il faut 2h30 de route avec des kilomètres plus longs à parcourir que d'autres, dirons-nous. Mais on est allé partout et on a porté une campagne, je crois, positive, volontariste, et pas une campagne d'aigreur ou de renvoi à ce qu'étaient les autres, quoi. Alors, je voudrais saluer Blata Orientalis quand même. Je sais pas. Oui, vive les Alpes de Haute-Provence, vive la vallée de l'Ubaye, le lac de Serponçon et le parc du Mercantour. J'y ai passé toute mon enfance. Je suis heureux de voir un député et la fille du département. Eh bien, c'est super et j'en suis très fier également.
Donc, du coup, ouais, ce rejet a été quand même identifié et on voit que depuis ton arrivée, tu as fait, bon, de par tes réseaux sociaux et ta communication en général, tu as été très investi dans la vie locale avec les agriculteurs, les syndicats, les entreprises. Tu as fait des caisses de grève. Est-ce que tu peux nous refaire, je ne veux pas dire un bilan parce qu'on pourrait prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais peut-être peux-tu nous dire 2, 3 choses qui t'ont, comment dire, qui t'ont un peu remué durant ces derniers mois et peut-être après le Covid, peut-être la réforme des retraites, mais pas que? Alors, si la question elle est sur le local et ce lien local-national, Effectivement. moi j'ai vraiment fait campagne là-dessus. Et depuis, si tu regardes mon site internet, ou par exemple ceci, oui, que vous pouvez trouver ce sur quoi je me également, suis inspiré, effectivement, avec toutes tes informations. également sur le site, c'est un petit compte-rendu de mandat que je fais tous les 6 mois et qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la circonscription, enfin quand la Poste fait son boulot. Et si tu regardes la double page intérieure, elle est vraiment organisée là-dessus, justement, tu vois, du local au national. Au national. Et l'idée, elle est plurielle. La première, c'est de déconstruire une image que peuvent avoir les gens du rôle du député. Une image qui est encore renforcée chez moi par le fait que mon prédécesseur, donc Christophe Castaner, était effectivement député, mais il était également maire, président de communauté de communes, vice-président de région et puis ministre après. Et donc lui, il a vraiment joué là-dessus, sur ce côté baron local, robinet à subvention, etc., etc. Il avait même fait, moi je me rappelle avec émotion, de la première phrase de sa profession de foi en 2017. Il avait dit, avec votre bulletin de vote le 18 juin, vous aurez à choisir si les Alpes de Haute-Provence ont leur place au gouvernement. Donc, je pose ça là. Alors déjà, les Alpes de Haute-Provence, c'est lui. moi. Voilà. Alors que nous, c'est la République, tout le monde le sait. Et la deuxième chose, c'était dire aux gens, je suis le baron, j'ai l'oreille du monarque, votez pour moi et vous aurez ce que vous voulez, quoi. Donc, il y a beaucoup à déconstruire là-dessus, parce que je rappelle quand même que le rôle du député est un rôle essentiellement, voire uniquement national. Nous, notre boulot, on a 3 missions. Elles sont très clairement écrites dans la Constitution. C'est écrire et voter la loi, c'est voter le budget et c'est contrôler l'action du gouvernement. Quand tu prends ces 3 missions-là, tu te dis, bah, tout se passe à Paris et tout se passe à l'Assemblée nationale. C'est une évidence. Le fait qu'on soit élu par circonscription n'est qu'une modalité d'élection. On pourrait très bien imaginer, après je ne dis pas que je suis pour, mais on pourrait très bien imaginer des modalités d'élection où on a une liste nationale, ça se fait dans d'autres pays, etc. Par contre, quand on est dans une circonscription comme la mienne, quand on est élu en Seine-Saint-Denis, où on est 12 députés LFI sur 13 députés, où il y a énormément de parlementaires, où on est très près de Paris, etc., je pense qu'on peut le prendre autrement. Mais quand on est élu d'une circonscription comme la mienne, qui est très rurale, dans un département où il y a 3 parlementaires, il y a 2 députés, 1 sénateur. Le seul endroit où il y en a moins de députés, c'est dans la Creuse. Ma copine Catherine Couturier est l'unique députée de la Creuse. Par contre, ils ont 2 sénateurs là-bas, comme ils ont plus de communes. Bref, quand on est si peu de parlementaires, quand on s'adresse à des gens qui se sentent, encore une fois, un territoire un peu oublié de la République, il me semble très important 2 choses. La première, c'est de garder le lien avec le terrain, de garder le lien avec cette réalité rurale, parce que sinon, on a très vite fait de se faire happer et aspirer par la vie parisienne, par le boulot à l'Assemblée, etc. Et puis, deuxièmement, de porter à l'Assemblée ces réalités-là. Donc, moi, ce que j'essaye d'expliquer dans mon compte-rendu de mandat, dans les rencontres que je fais à chaque fois, parce que j'ai rencontré les maires et les conseils municipaux de toute la circonscription, on a commencé en septembre dernier. Encore une fois, il y en a 99, donc on n'a pas tout à fait fini, mais on est presque au bout. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est je suis un député, donc je suis un élu national, je représente la nation tout entière, mais je suis là aussi pour porter vos réalités et surtout pour les rappeler à une représentation nationale qui est essentiellement urbaine et qui a tendance à beaucoup oublier et parfois sans volonté, hein, c'est plus un manque de logiciel, j'ai envie de dire, les réalités de la France rurale. Tu nous tends une bonne perche vers ta commission des affaires culturelles et de l'éducation. Tu as été très offensif, en tout cas, sur le SNU, sur le pacte, sur la réforme des lycées professionnels, mais en même temps, on se sent très désarmé
quand on regarde ça depuis mon poste d'observateur en disant, bah, d'accord, ok, allez, oui, il est rentré dans l'art sur les SNU, puis maintenant Gabriel Attal est devenu effectivement le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ça se passe comment en fait après la commission, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Alors, la première chose à bien comprendre, c'est que cette année, pendant cet exercice-là parlementaire, ben, on n'a pas pu faire grand-chose d'autre pour une bonne et simple raison, c'est que les dossiers de l'éducation ne sont jamais arrivés en hémicycle. Génial. Mais oui, le moment où on peut discuter sérieusement de ça, c'est pendant les discussions budgétaires. Parce que on peut faire toutes les annonces qu'on veut et dire tout ce qu'on veut. Si ça ne se traduit pas en engagement budgétaire de la part de l'État, ça n'a pas de sens. Or, les discussions budgétaires sur l'éducation nationale, on les a eues en commission. Tu peux retrouver quelques vidéos où j'essaye de faire passer un certain nombre d'amendements sur l'éducation populaire, sur justement la suppression du SNU, etc. etc. Quand je dis SNU, c'est le SNU, le Service National Universel, et non pas le SNU-IPP, le syndicat enseignant, dont je suis issu. Je tiens à le dire. J'étais CPE à l'époque où on se battait contre le CPE. J'étais conseiller principal d'éducation à l'époque de la bataille anti-CPE et je suis issu du SNU-IPP, du SNU, au moment où on se bat contre le SNU. Des fois, c'est un petit peu pénible. Voilà, les discussions budgétaires, le 49.3 est tombé avant. Donc, on n'a pas eu de discussion dans l'hémicycle sur le budget de l'éducation nationale puisque le 49.3 est arrivé avant. Donc, pour te répondre, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. Il faut comprendre que les 8 commissions de l'Assemblée nationale, les 8 commissions permanentes, n'ont pas du tout le même investissement, j'ai envie de dire, dans la construction de la loi. Quand tu sièges à la commission des finances, quand tu sièges à la commission des lois, forcément, à la commission des affaires éco, voire même à la commission du développement durable, il y a beaucoup plus de textes sur lesquels tu es saisi au fond en tant que commission que quand tu sièges à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Ne parlons pas des affaires étrangères, par exemple. Surtout pas. Voilà. Donc, nous, en fait, notre boulot, on essaye de le faire évoluer, mais c'est la présidence et le bureau de la commission qui décident aussi de ce qui se passe. C'est beaucoup des auditions, un suivi des textes, on dira vu plus de l'extérieur. On se saisit parfois, on s'auto-saisit parfois au fond de textes qui ne nous sont pas soumis par l'Assemblée elle-même. On essaie de faire évoluer les choses, on y arrive un petit peu puisque on a réussi à imposer par exemple un truc qui paraît complètement incroyable, c'est d'auditionner en plus du ministre et du DGESCO les syndicats par exemple en début d'année. Ça nous paraissait intéressant. Et ben ça ne se faisait pas, ça se fait depuis incroyable. qu'on est là. Les fédérations de parents d'élèves, ça ne se faisait pas, ça se fait depuis qu'on est là. Voilà, donc on peut faire ce genre de choses. On peut aussi servir d'aiguillon, j'ai envie de dire. Là, par exemple, je viens de déposer une proposition de loi. Je ne sais pas si vous avez pu voir j'ai fait une interview sur le café pédagogique à cette occasion. J'attends que le texte soit publié sur le site de l'Assemblée pour faire un peu plus de pub autour de ça. Chaque année, par exemple, on essaye dans l'été de publier des textes qui font des propositions, justement, des propositions concrètes. L'année dernière, on avait fait une proposition de loi sur le recrutement des enseignants. On avait également fait une proposition de loi sur la gratuité réelle de la rentrée. Là, cette année, on a déposé une proposition de loi sur le pré-recrutement des enseignants. Et puis moi, je viens de déposer une proposition de loi sur les remplacements, l'obligation pour l'éducation nationale de prévoir les professeurs remplaçants. Alors, on peut se dire, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne va pas être discuté en hémicycle, etc., ce qui est une réalité. Mais j'ose espérer que ça sert quand même à quelque chose. Je prends un exemple. Notre proposition de loi l'année dernière sur le recrutement, son premier article exigeait l'ouverture de la liste complémentaire dans son entièreté pour recruter les enseignants. Une semaine après, c'était le cas. C'était pas forcément uniquement notre travail, c'est aussi le travail bien sûr des syndicats, etc. Mais voilà, c'est un aiguillon. Quand on a déposé notre PPL sur la gratuité réelle de la rentrée, 10-15 jours après, Clément Beaune dit on est en train de réfléchir à la gratuité pour les quartiers politiques de la ville, etc. Bon, ça n'a pas été suivi des faits. Mais voilà, ça sert d'aiguillon, ça sert à mettre en lumière un certain nombre de thèmes que eux voudraient voir passer sous la table absolument.
Et je vais répondre à Blata, oui. Oui, y a-t-il une place dans la commission culturelle qui traite la précarité des artistes? Les subventions au domaine de la culture ont été divisées par 2 après le Covid au Parlement européen. Alors, tu as tout à fait, question. Tu as tout à fait raison. Alors, c'est amusant parce que ma première question en commission de l'action culturelle et de l'éducation, c'était des affaires culturelles, pardon. C'était une question Arima Abdulmalak sur les festivals et sur la crise post-Covid et sur cette difficulté-là. On travaille, on est quelques-uns avec Sarah Legrain, avec Ségolène Amiot, avec David Guiraud, qui ne fait pas partie de notre commission, mais qui s'intéresse à ces thèmes-là, avec le SMA, donc le syndicat des musiques actuelles, avec le PRODIS, avec les syndicats des intermittents, etc. On travaille beaucoup sur cette question-là. Mais on a une vraie difficulté, il ne faut pas se le cacher, à faire vivre, à faire voir, à rendre visible, à mettre en lumière, je ne sais pas quel autre synonyme prendre, toutes ces thématiques-là. Encore une fois, parce qu'on n'est pas une commission super importante, on va dire, en tout cas du point de vue de l'exécutif, et puis parce que les textes arrivent rarement en hémicycle. Alors, je vais me déplacer parce que mon téléphone portable est presque en rupture de batterie. Ça serait dommage de te perdre en même temps. Nicolas, tu veux réagir? En fait, je voulais simplement dire qu'il me semble que relativement logique quelque part d'avoir justement ce non-engagement du gouvernement pour les artistes. Et je crois que leur priorité, c'est pas vraiment de mettre davantage d'argent d'une manière générale dans beaucoup de domaines, mais en particulier justement pour ce qui est de l'art, de la culture, etc. Alors, excuse-moi, j'étais en train de chercher un chargeur que je n'ai pas trouvé. Alors, j'espère que le portable tiendra jusqu'à la fin du live. Redis-moi, Nico, excuse-moi. Non, en fait, il me semble assez évident que justement, il y a beaucoup de choses qui sont prises par l'angle financier par ce gouvernement. Donc, en fait, on voit une sorte de non-intérêt assez évident pour la culture et l'art, etc., dans tout ce qui est fait, notamment au niveau budgétaire. C'est une évidence. Et moi, j'apprends beaucoup sur la construction de la loi. Alors, j'aime bien partager ces connaissances parce que souvent, on ne sait pas. Il y a un nombre de verrous dans la Constitution de la Ve République. Alors, heureusement, on a eu un gouvernement qui nous a fait un cours d'éducation civique grandeur nature depuis le début de la réforme des retraites et je leur en suis immensément reconnaissant parce que ça fait des années qu'on essayait d'inscrire ces réalités-là dans le débat politique à travers le débat sur la Sixième République, sur le rôle du Parlement. Et ils ont réussi à le faire. Tout le monde aujourd'hui, y compris mes voisins les moins politisés, savent ce que c'est que l'article 40, savent ce que c'est que le 49.3 et ça, que le 47.1, et ça, c'est vraiment génial. Il faut savoir quelque chose sur la construction budgétaire. On vote les recettes avant de voter les dépenses. C'est-à-dire qu'on vote la partie recette du budget et seulement une fois que c'est fait, on peut passer à la partie dépenses. On ne peut pas mettre les choses face à face. C'est complètement incroyable comme manière de faire. Donc, on va voter un certain nombre de réductions d'impôts, de crédits d'impôts, de refus d'aller chercher les super profits, etc., etc. Puis après, une fois qu'on a un budget contraint, on passe aux recettes. Et là, on nous dit, ah oui, mais non, mais il n'y a pas assez d'argent, vous comprenez bien, on ne peut pas. Et donc, c'est incroyable. C'est-à-dire que, et puis alors, je te passe sur les limites qu'il y a, par exemple, là, sur ma PPL, je voulais la gager, moi, c'était rigolo, c'était une manière de pointer les choses. Pour assurer les remplacements dans l'éducation nationale, je proposais de supprimer le SNU et de récupérer les crédits du SNU pour payer les postes de remplaçants. Je trouvais ça plutôt intelligent. C'est malin, ouais. On n'a pas le droit. Ma proposition de loi, elle est gagée sur une augmentation de l'accise sur le tabac, comme quasiment toutes nos propositions de loi, parce que c'est le seul moyen qu'on a qu'elles soient considérées comme recevables constitutionnellement, parce qu'on n'a pas le droit, à cause de l'article 40, de créer une nouvelle dépense à l'État. Voilà. Mais on n'a pas le droit non plus d'aller chercher une autre ligne budgétaire. Le seul moment où on peut le faire, c'est pendant les discussions budgétaires. Et les discussions budgétaires n'ont pas lieu, puisqu'il y a le 49.3 qui arrive avant. C'est d'autant plus contraignant que justement cette possibilité de gager
a été remise en cause dernièrement. Donc, on a vu que ça posait des problèmes encore supplémentaires, justement pour faire des propositions, faire évoluer les systèmes. C'est hallucinant, en fait. C'est là qu'on voit aussi une partie de l'effacement de la démocratie, en quelque sorte, et du Parlement en particulier. J'irais même plus loin que l'effacement de la démocratie, c'est le gouvernement d'autorisation, quoi. Ils disent ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est un peu le sentiment que je perçois, qu'on est en train d'évoluer, mais en beaucoup plus fort avec ces derniers mois, et notamment l'utilisation de l'article 49.3 en mars dernier. Moi, j'ai le sentiment que vous ne serez pas les mêmes parlementaires que le groupe des 17 de la mandature d'avant. Enfin, j'ai vraiment le sentiment que vous avez bien compris l'aspect constitutif, enfin, l'aspect de la Constitution que vous donne le gouvernement, et peut dire, bah, en fait, on ne pourra pas faire, quoi. Et que vous allez vraiment donner d'autres outils, vous allez créer des nouvelles choses, chercher des nouvelles solutions. Moi c'est ce que j'ai le sentiment de voir. Plus les interviews passent, et plus je me dis, bah, vous allez faire des nouvelles choses, quoi, que ceux qui, avant, n'ont pas pu faire, concrètement. Bah, tu as tout à fait raison pour plusieurs raisons. La première, c'est Loïc Prudhomme qui me disait ça l'autre jour, on discutait. Il me disait il y a une vraie différence dans la manière dont il nous considère. Il parlait de la majorité relative macroniste. Ouais. Il disait avant, il nous méprisait, les 17. Bon, on les emmerdait. On était un caillou dans la chaussure. On était pénibles. Je me rappelle avec amusement de la chanson des Goguettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils discutent au bout de la nuit. Les élus insoumis, c'était le cri de détresse d'un parlementaire LREM qui croyait pouvoir venir se les friser à l'Assemblée et qui découvrait que non, il allait être emmerdé jusqu'au bout de la nuit avec les élus insoumis. Ah bah tiens, Blata nous l'a mis. Ouais. Donc voilà, c'était ça, c'était le caillou dans la chaussure. Ils ont existé d'une manière absolument incroyable à 17. À 17. C'est juste dingue ce qu'ils ont fait et on leur doit une immense reconnaissance. La première d'ailleurs est que c'est eux qui ont impulsé ce qui existe aujourd'hui, à savoir le nombre de gens qui regardent LCP, le nombre de gens qui regardent les débats sur la chaîne, sur le site de l'Assemblée nationale. C'est eux qui ont impulsé ça en publiant leurs interventions, en publiant les résultats de vote, etc. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont vraiment permis de redémocratiser l'accès au Parlement pour le grand public. Et ça, c'est vraiment un truc absolument important. Et Loïc terminait en me disant, aujourd'hui, ils nous méprisent pas, ils nous haïssent. Et il ressent vraiment de la haine. Lui, il voit le changement. Moi, je ne le vois pas parce que je n'étais pas là la dernière fois. Mais il voit vraiment le changement. Et ça, c'est parce qu'on leur fout la trouille. C'est-à-dire qu'on a vraiment... on a effectivement acté... le fait que la Ve République et la Ve République telle que verrouillée par Macron, parce que c'est pas n'importe quelle Ve République, hein. Comme dirait OSS 117, c'est la France, mais pas n'importe quelle France, la France d'Emmanuel Macron. On a acté cette impuissance, on va dire, institutionnelle qu'on a. Par contre, on a une vraie puissance qui est notre pouvoir de nuisance d'une certaine façon, de retenir, d'empêcher, de bloquer, etc. Mais aussi notre pouvoir de proposition et de mise en lumière. Moi, je trouve que c'est particulièrement frappant dans les débats sur la réforme des retraites, où on a complètement squatté les débats. Ça a été d'ailleurs horrible pour l'élu insoumis, pour l'élu LREM dont parlaient les Goguettes. Hein. C'est-à-dire qu'il a dû se fader des heures et des heures à écouter les insoumis parler. Mais il ne faut pas oublier que c'est ça qui a permis de mettre en lumière le mensonge sur les 1 200 €, le mensonge sur les carrières longues, le mensonge sur l'égalité homme-femme, de coincer Yael Braun-Pivet sur ses actions totales, etc. etc. Donc, il y a un vrai travail. Et en fait, on fait de l'agit-prop au cœur de l'Assemblée. Mais on fait aussi attention à être proposant et toujours proposant. C'est pour ça que dans le bilan des 1 an qu'on a publié, on a publié aussi toutes nos enquêtes comme Allo Ségur, comme le Allo Ruralité qu'on est en train de préparer pour la rentrée, pour montrer qu'on est aussi des élus qui préparent, qui organisent et qu'on est prêt à gouverner. Et effectivement, donc, que ce soit le Allo Ségur, donc vous vous rapprochez du monde médical, mais vous aussi vous rapprochez du monde paysan. Et c'est assez fort parce que de nombreux élus tels que Manon Meunier a été présente
au combat contre les méga-bassines, et c'est là qu'on voit l'absurdité, en fait, de ce que fait le gouvernement. Et que ça soit constitutif ou sur le terrain en déployant des forces de police démesurées, on sent que vous êtes plus qu'un caillou. Enfin, là, c'est une force de nuisance, de proposition, d'alternative. Vous êtes en train de préparer l'alternative. Alors, j'espère pas dans 4 ans, mais peut-être que dans ces mois prochains, dans cette nouvelle rentrée parlementaire, vous allez pouvoir faire développer de nouvelles choses. Alors, le premier point sur lequel je voudrais te répondre, c'est sur cette question de la présence sur le terrain. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Il y a une très belle interview de moi, non pas parce que c'est de moi, mais parce que pour une fois, elle a été bien rendue dans la Provence, où c'était un pied à l'Assemblée, un pied sur le pavé, c'était le titre. Pourquoi je dis ça? C'est que, tiens, Patricia le dit, ce qui gêne les macronistes, c'est la NUPES-LFI. Oui, parce qu'on les empêche de dérouler leur discours, en fait. Moi, j'étais place du Palais Royal le soir, où ils ont, avec pas mal de copains insoumis, où ils ont expulsé les jeunes migrants, les jeunes exilés qui étaient sur la place du Palais Royal avec une violence absolument incroyable. On a fait la chaîne humaine avec les copains, avec nos écharpes, entre les flics et les exilés et les associations. Ça ne les a pas empêchés de charger, ça ne les a pas empêchés de nous expulser, mais l'air de rien, on empêche de dérouler un certain discours. Ce soir-là, on a entendu une phrase qui est particulièrement inquiétante. On a entendu les flics dire « écharpe ou pas écharpe, on fonce dans le tas ». Et ça aussi, c'est important de le dire et de dire que ça existe. C'est-à-dire qu'on a une police, et encore une fois, bon, on est entre nous, je ne vais pas reprendre les précautions oratoires pour dire que ce n'est pas tous les policiers, que le problème, ce n'est pas la police, c'est les ordres, etc. On est bien d'accord là-dessus. Mais on a une police qui décide que quand il y a un député avec son écharpe, on s'en fout et qu'on peut taper dans le tas comme sur n'importe qui. Alors, je ne demande pas à être traité différemment que n'importe qui. Hein. Je suis un citoyen comme tout le monde. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on tape et qu'on charge et qu'on expulse ces jeunes-là. Mais ça dit quand même quelque chose de la faillite de la Ve République quand des gens qui ont été élus, qui sont les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, ne représentent plus rien pour une police qui est prête à charger et à taper, y compris quand il y a des représentants du peuple qui sont là pour protéger les manifestants. Nicolas? Il me semble qu'on assiste un peu à un tournant autoritaire, justement, et que c'est ce qui transparaît au travers de ces différents événements. On l'a vu, en fait, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on se retrouve dans une situation où, justement, il y a moins de filtres. On va laisser les situations courir, en quelque sorte. Alors, je peux répondre à ce que tu dis tout en répondant à Magali, qui demande si le gouvernement s'extrémise de manière inquiétante. Oui, je crois qu'il faut être parfaitement honnête. On est dans une phase extrêmement inquiétante de bascule autoritaire de ce gouvernement. L'autre jour, je lisais un tweet, il y avait un gars qui disait sur Twitter, ça m'a fait rire, et puis rire jaune un peu, il disait le seul avantage de la situation, c'est qu'on n'a plus à craindre que l'extrême droite arrive au pouvoir. Il finit en disant elle y est déjà. Alors, peut-être sans aller jusque-là, oui, on a un pouvoir, mais pourquoi? On a un pouvoir qui est bunkerisé, en fait, qui n'a plus aucun moyen de faire passer ni à l'Assemblée s'il laisse voter, ni auprès de l'opinion publique ses décisions. Donc, ils se radicalisent, hein, c'est eux qui se radicalisent. Il se radicalise très clairement, et la seule défense qu'il a aujourd'hui, c'est d'un côté l'autoritarisme parlementaire, par le biais de tout ce dont on parlait depuis tout à l'heure, le 49.3 et autres, et puis par l'autoritarisme policier dans la rue. Enfin, ce qui s'est passé à Marseille là est absolument terrifiant. C'est-à-dire qu'on a un gosse qui sort du boulot, excusez-moi, je dis un gosse parce qu'il a l'âge de mon fils, mais un jeune homme qui sort du boulot, qui se fait tabasser et qui est laissé pour mort par 4 policiers sur le bord de la route. Il n'était pas dans les manifestations. Et puis encore, eût-il été dans les révoltes, les émeutes, les manifestations, appelons ça comme on veut, ce ne serait pas une excuse pour autant, mais en plus, il n'y était pas. Et puis là, il y en a un seul qui est mis en garde à vue, enfin qui est mis en détention provisoire, les 3 autres sont relâchés, etc. Et tous les flics se mettent en grève, et en plus même pas en grève, en arrêt maladie,
en solidarité avec leurs collègues et réclament le droit de taper comme ils veulent, en gros. Hein, c'est ça, le droit de tuer. Donc, il y a vraiment une dérive absolument terrifiante. Et puis, de l'autre côté, on a la marginalisation de la NUPES et en particulier de LFI par tous les discours qui sont tenus par Borne et les autres sur l'arc républicain, etc. C'est-à-dire qu'il y a un renversement de stigmate entre l'extrême droite et nous qui devient absolument terrifiant, où eux deviennent fréquentables, sympathiques, on peut construire avec eux. Alors, il me reste 10% de batterie, hein, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. On aura tout eu comme problème technique sur ce petit Twitch, mais on s'en est bien sorti. On y arrivera, ça suffit. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, on a un renversement complet où ils font croire que nous sommes les factieux, les séparatistes, les dangereux, etc. En fait, si tu réfléchis bien, c'est le discours de l'extrême droite depuis des années, sauf que le problème, c'est que maintenant, c'est plus l'extrême droite qui le dit. C'est tout le monde en dehors des nôtres, quoi. Donc, le premier combat qu'on a, je crois, à mener, c'est celui-là. C'est d'arriver à éviter ce renversement de stigmate, et ce renversement de paradigme, mais ça ne va pas être facile. Nico, tu voulais dire quelque chose ou je réagis, je referme la parenthèse sécuritaire? En fait, ce que je veux dire, c'est que la vérité qu'on voit d'où on est, nous, en tant que simples militants, etc., c'est qu'en fait, justement, le gouvernement est particulièrement empêché par le fait qu'on a un groupe beaucoup plus conséquent à l'Assemblée. Et donc, en fait, ils ne trouvent plus les moyens, justement, de faire passer tout ce qu'ils souhaitaient comme auparavant, donc entre 2017 et 2022. Et maintenant, il doit trouver des façons un petit peu détournées, en quelque sorte, de parvenir à ses fins, en quelque sorte. Tout à fait. C'est exactement ça. Et d'où aussi ce dont parlait Loïc, c'est-à-dire ce sentiment qu'ils ne sont plus dans le mépris, mais vraiment dans la haine, dans la rage, parce qu'on les empêche, effectivement. Hein, Et je crois que si on veut garder la pêche, et si on veut garder l'enthousiasme, et ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel dans la période, il faut sortir d'une certaine illusion. Moi, je le disais dès 2012, il faut qu'on arrête de penser qu'on est sur un terrain de foot avec 2 équipes, un ballon, un arbitre, et que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Parce que vu qu'on prend 30-0 à chaque match, c'est absolument désespérant. Par contre, si on se dit, en fait, ils ont gagné, et il faut être honnête, ils ont gagné. Et quand je dis ils, ils ont gagné depuis 40 ans maintenant. Les thèses, et ils gagnent de plus en plus, ils étendent de plus en plus. Les thèses libérales, les thèses néolibérales, les thèses capitalistes ont gagné, ont pris le pouvoir un peu partout. Nous, ce qu'on a réussi à faire en France, et grâce en grande partie à Jean-Luc, au parti de gauche et ensuite à la France insoumise, c'est à maintenir une gauche vivante, ce qui n'est pas le cas dans nombre de pays européens. Et donc, si on renverse le paradigme en se disant, en fait, ils ont gagné, moi, je prends souvent la métaphore Star Wars. L'Empire est là, et puis nous, on est sur Tatooine. On est quelques-uns planqués à maintenir la résistance. Ça change la donne. Parce que le moindre but qu'on marque, la moindre offensive libérale qu'on arrive à bloquer, ou en tout cas à amoindrir, c'est une victoire. Et je crois qu'il faut le prendre comme ça. Et je rappelle quand même que dans le Retour du Jedi, c'est nous qui gagnons. Hein. Donc... Mais on est parti de très loin. Je suis un niveau qui est excellent, Blata. C'est exactement ça. Pour fermer la parenthèse sécuritaire et dans les 100 jours du gouvernement, c'est un joli programme de communication. Partie sécurité, sur le point 7, est évoqué renforcer les moyens du ministère de l'Intérieur pendant 5 ans pour s'adapter aux évolutions de la délinquance, des menaces et aux attentes des citoyens. C'est assez flou. Mise en œuvre de plusieurs dispositifs prévus, notamment par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur promulguée en 2023, déployer des forces, déployer 200 brigades de gendarmerie fixes ou mobiles généralisées spécialisées, déployer 200 brigades de gendarmerie sur les territoires ultramarins, etc., etc. Enfin ils mettent le paquet quand même jusqu'à la fin du mandat sur l'aspect sécurité. Et je voulais évoquer quand même, je voulais que tu réagisses parce qu'on est quand même dans la 3e partie de cette émission-là, sur la partie éducation. Et il y avait pêle-mêle présenter un plan d'action avec des mesures concrètes pour la jeunesse sur les thèmes suivants: transition écologique,
avenir professionnel, égalité des chances, mettre en œuvre une rentrée scolaire 2023, transformation de l'école, pacte enseignant, tu vas réagir, généraliser l'éducation aux médias, l'information au collège, généraliser les découvertes des métiers. Waouh, 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 est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on sait le faire? Réaction. Alors, le premier truc, c'est qu'on assiste, on va être très, très clair, on assiste à la destruction programmée de l'éducation nationale, comme on a assisté à la destruction programmée de l'hôpital public, etc. Ce sont les mêmes modèles, les mêmes forces qui sont à l'œuvre avec le new management public, avec tout ça. Ah, excusez-moi, j'entends mon assistant parlementaire qui arrive. Il est fabuleux. Je pense qu'il regardait le Twitch et il s'est rendu compte que j'étais en rade de portable et il m'apporte à la permanence. Mais il est génial. On te perdra pas en chemin. Est-ce que je peux vous le présenter? Vas-y. Alors, il s'appelle Romain Babiax. Salut Romain. Et je tiens à lui faire part des compliments que tu fais depuis le début sur mes réseaux sociaux et mon site internet. Parce que le responsable, il est là. Voilà. Super, génial. Bravo à toi, parce que du coup, je n'oublie pas de le manquer à chaque fois. Un parlementaire, c'est aussi une équipe derrière lui. Tout à fait. Ses collaborateurs qui sont sollicités, et il ne manque pas en tout cas de répondre en équipe. Un parlementaire, c'est aussi son équipe et tous les sympathisants qui sont autour de lui. Du coup, je te laisse compléter ta réponse sur l'éducation. Oui, alors vraiment la première chose, c'est ça, c'est dire qu'il y a une volonté qui est évidente de détruire l'éducation nationale dans tous ses aspects, c'est-à-dire d'abord dans l'aspect éducatif. Je ne sais pas si vous avez pu entendre les premières paroles de Gabriel Attal, qui revient, on pourrait trouver les mêmes avec les 5 ou 10 derniers ministres, mais là c'est encore plus. Le renforcement des fondamentaux, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas assez de maths et de français à l'école. Je suis instit depuis suffisamment longtemps pour être mort de rire. Le renforcement des valeurs de la République, parce que c'est vrai qu'à l'école, on n'enseigne pas les valeurs de la République. Je ricane de la même manière. Le rétablissement de l'autorité du professeur, c'est eux qui la sapent, l'autorité du professeur, chaque jour, dans leur manière de traiter les enseignants de ce pays. Dans leur mépris pour nos métiers, y compris sur ce qu'ils en disent et ce qu'ils en font. Donc vraiment, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ce que dit cette intervention de Gabriel Attal, la première chose qu'il dit, c'est on fonce vers une école des fondamentaux, c'est-à-dire on apprend à lire, écrire, compter, respecter autrui, disait toujours Jean-Michel Blanquer. Et puis on oublie complètement que c'est un lieu d'éducation, un lieu de vivre ensemble, un lieu de construction de la citoyenneté. Et puis le deuxième côté, c'est le côté national, c'est-à-dire qu'on détruit l'éducation nationale. Le pacte, c'est quoi? C'est l'individualisation des carrières des enseignants. Il n'y a plus un seul enseignant qui sera payé la même chose que son voisin et qui aura les mêmes missions que son voisin. Ensuite, il y a l'évaluation des écoles et des établissements. Il n'y a plus une école qui aura le même moyen que l'école d'à côté, ni le même projet, ni le même programme. Donc, en fait, on détruit à la fois les collectifs de travail, ce qui est une de leurs marottes aux libéraux depuis toujours. Hein. On détruit tous les collectifs, quels qu'ils soient, et en particulier les collectifs de travail. Et puis, ensuite, on détruit également la République, une et indivisible, en faisant qu'il y ait des écoles à 2, 3, 15 vitesses. Et puis le but, on va le dire depuis le début, hein, moi j'étais très fier de relire, j'étais rédacteur en chef de ma feuille de chou syndicale depuis un moment, et en 2017, à l'arrivée de Blanquer au ministère, je rappelle quand même à tout le monde, parce que beaucoup l'ont oublié, qu'il avait été accueilli par oh là là, enfin un professionnel à l'éducation, c'était le chouchou, la mascotte, etc. etc. Il ne faut pas oublier ça. Quand on désespère un peu, ces gens-là sont très forts pour se faire détester et pour se détruire eux-mêmes. Hein. Donc, j'ai confiance en Gabriel Attal, qui est présenté de la même manière comme Macron l'avait été en 2017, comme sorti de nulle part, un merveilleux golden boy qui va sauver l'éducation nationale. Je compte sur lui pour se détruire en moins de 3 mois
sur sa capacité à le faire. Mais Blanquer, à l'époque, était vraiment le golden boy de l'éducation nationale. Et nous, on avait fait une double page sur qui était Blanquer et qu'est-ce qu'allait être le ministère Blanquer. Je l'ai relu l'autre jour parce que je préparais une interview, justement. Moi, quand je préparais une intervention face à Pape Ndiaye, pour me muscler un peu, j'imaginais que je parlais à Jean-Michel Blanquer. Parce que c'est plus facile de s'énerver contre Jean-Michel Blanquer que contre une boîte vocale qui répète des éléments de langage sur un ton monocorde. Et donc, j'ai relu ça et on disait tout. On avait tout annoncé. Alors, je sais que Camus disait il faut imaginer Sisyphe heureux. On essaye. C'est plus difficile d'imaginer Cassandre heureuse. Et nous, on a un peu l'impression, quand même, à la France Insoumise et puis dans les syndicats et ailleurs, d'être les Cassandres de ce qui est en train de se passer. Parce que cette dérive libérale, cette destruction de l'éducation nationale, entre autres, hein, on l'avait dit sur l'hôpital public, on l'avait dit sur des dizaines de choses, eh ben, en fait, ça fait des années qu'on l'annonce et qu'on ne nous écoute pas. Là, j'espère que, effectivement, j'espère, je ne sais pas, ils sont allés assez loin, en tout cas, pour que tout le monde ait sous les yeux la réalité de ce qu'on disait depuis des années. Alors, mon assistant parlementaire ayant même ramené une rallonge, je vais retourner à ma place. Ouais, génial. Comme ça, tu te sentiras un peu plus à l'aise. Mais effectivement. Nico, tu veux réagir? En fait, j'ai un petit peu de mal à comprendre quelle est la logique. Alors, on sait très bien que leur optique, c'est principalement justement de faire des économies d'une manière générale et puis de livrer une partie de tout ce qui est traité par le public au privé. Ça, c'est indéniable. Par contre, j'ai quand même du mal à comprendre la logique qui est derrière tout ça, parce qu'en fait, à partir du moment où on affaiblit l'éducation, ça veut dire qu'en fait, la formation des gens est beaucoup moins, etc. À l'heure actuelle, on nous demande justement d'endosser plusieurs carrières dans une même vie professionnelle. Donc, en fait, je me demande comment, sans une formation initiale vraiment béton, justement assurée comme elle a été assurée jusque-là par le service public, en fait, on peut simplement former des travailleurs vraiment compétents, etc., comme on a pu le faire par le passé, en fait. En fait, le problème, il me semble, dans ton intervention, Nicolas, c'est que tu crois encore que ces gens veulent le bien des gens. Voilà. Alors, non, pas tout à fait, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais... Non, j'ai compris, je plaisante. Mais il n'empêche, je crois qu'il faut comprendre un certain nombre de choses que moi j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai compris de l'intérieur là et que j'essaye de partager à tous parce que ça me semble très important de comprendre ça. La première chose à comprendre, c'est que les macronistes, alors je ne parle pas des stratèges, hein, je ne parle pas de Gabriel Attal, je ne parle pas de Gérald Darmanin, etc. Ça, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais les macronistes que moi je croise à l'Assemblée, dans ma commission ou ailleurs, moi ils me parlent pas mal parce qu'ils trouvent que je suis bien élevé et gentil. J'ai de mauvaises fréquentations, mais moi je suis quelqu'un de gentil, donc ils viennent me parler, ça m'amuse beaucoup, s'ils savaient. Bref, ils viennent me dire souvent des choses et en fait la première chose à comprendre, c'est que ces gens pensent ce qu'ils disent. Ça, il faut vraiment le comprendre, c'est super important. Sinon, on ne comprend pas à qui on a affaire. Ils pensent vraiment que si on donne le RSA aux pauvres, ils n'iront plus bosser. Ils pensent vraiment qu'avec un SMIC, on vit bien. Ils pensent vraiment que l'école s'en sauvage et que les gamins d'aujourd'hui, petit à petit, ils pensent tout ça. Ils le pensent profondément. Ils pensent même que ouvrir un terminal méthanier flottant au Havre, c'est bon pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ils le pensent vraiment, je vous promets, je vous demande de me croire. Et donc, quand on discute avec eux, voilà, moi, la seule chose que j'en tire comme conclusion, oui, ils pensent que l'ordre bourgeois est l'ordre normal du monde. C'est un parfait résumé. C'est exactement ça. Voilà, donc, en fait, nous, quand ils nous parlent, ils nous expliquent, alors, au mieux, comme ils me parlent à moi, c'est-à-dire comme un type sympathique, gentil, ses idées sont chouettes, mais malheureusement, il est égaré dans cette espèce de radicalité derrière son gourou, etc., etc. Dans le pire des cas, moi, j'ai eu une députée macroniste me disant, les yeux dans une discussion hors hémicycle, hein, une discussion comme ça, que le but de la France insoumise, c'était l'instauration de la charia en France. Et que si je ne m'en rendais pas compte, j'étais vraiment un pauvre garçon égaré. Alors moi, elle voulait bien me faire l'aumône de penser que je ne sais pas ce que je voulais, mais que je me faisais avoir par mes camarades. Mais en tout cas, elle le pense.
Ils le pensent. Ça, et que les communistes mangent les bébés, bien sûr. Oui, non, les communistes, ils les aiment bien. Ah, non, non, non. Depuis qu'existe la France insoumise, les communistes sont devenus des gens extrêmement fréquentables. Ouais, ah, c'est marrant ça. Ah, je crois qu'on a perdu du coup. Ah, c'est bon. Ah, c'était un coup de fil, ça va. Ouais, c'était un coup de fil. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que ces gens ne font aucun lien entre ce qu'ils votent et les conséquences de ce qu'ils votent. Moi, j'ai vécu un moment absolument lunaire dans une rencontre avec le Secours catholique où on avait une présentation du rapport sur la pauvreté, le rapport annuel sur la pauvreté du Secours catholique. C'était à 8 h le matin, comme souvent on fait des petits déj avant la séance. Il y avait là des gens de tous les bancs, sauf du Rassemblement national, puisque le Secours catholique, gloire à eux, n'invite pas le Rassemblement national. Et il y avait 3 dames qui nous présentaient leur parcours, comme souvent au Front National, comme souvent au Secours catholique, c'est des bénévoles et des bénéficiaires du Secours catholique qui viennent parler, etc. Ces 3 femmes nous présentent leur parcours et ça mettait les poils, vraiment, quoi. Hein. C'était elles nous racontent leur parcours d'immigration, leur parcours de clandestinité, leur parcours de travail précaire, etc., etc. Autour de la table, tout le monde dit « Vous avez des amis à l'Assemblée ?» Oui, et puis il me fait même parfois des remarques extrêmement intelligentes. Un type qui fait une remarque sur sa circonscription rurale, le problème des transports, etc., la pauvreté invisible, etc. Vraiment, c'est super intéressant comme débat. Puis on rentre en hémicycle à 9h30, on était sur la loi sur l'assurance chômage, et les types, pendant 10 heures, votent d'une seule main la réduction du droit des chômeurs, l'augmentation du nombre de mois nécessaires pour avoir droit. À aucun moment, je vous promets que c'est vrai, à aucun moment, ces gens ne font le lien entre ce qu'ils sont en train de voter et les 3 femmes qu'ils ont rencontrées le matin même. Parce qu'elles, vous savez comment c'est. Elles sont gentilles, elles font des efforts. Elles, il faudrait les aider. Mais il n'empêche qu'il y a trop de fraudeurs, trop de machins, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc., etc. Donc, il faut comprendre que c'est à ces gens qu'on a affaire. Et donc, sur l'éducation nationale en particulier, d'abord, ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont jamais fréquenté l'éducation nationale et ne mettent pas leurs enfants à l'éducation nationale, hein, y compris Pape Ndiaye, y compris Jean-Michel Blanquer, y compris d'autres avant lui, hein, Ferry et d'autres avant lui. Donc, il faut s'en rendre compte. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne connaissent pas les réalités dont ils parlent. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils ont un agenda quand même, l'air de rien. Ils travaillent au doigt mouillé, ils ne sont pas très doués, mais ils ont un agenda. Et cet agenda, c'est effectivement une école paupérisée, mais capable de donner les fondamentaux, faire de bons travailleurs, les enfants des classes populaires. Et puis à côté, pour ceux qui ont les moyens, une école beaucoup plus costaud, avec plus de moyens. Et leur but, là, par exemple, on l'annonçait en 2017. Je vous annonce, ça arrive. Ils nous l'ont dit. Leur but, ce serait de passer toutes les écoles de France sous contrat. C'est-à-dire que comme on a l'école privée sous contrat avec l'État, on aurait l'école publique sous contrat avec l'État. Et donc, en tant que directeur d'école, en tant que principal de collège, tu irais tous les 5 ans. On a eu ces mots-là, hein, ils nous l'ont dit, hein, négocier ton DOCOB, donc ton document d'objectif, en fonction duquel tu recevrais tes moyens, ton nombre de postes, etc. etc. Et ils disent que ça sera beaucoup plus fluide. Ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus adapté aux réalités du terrain, etc. etc. Et bien, vous savez quoi? Ils le pensent. Et ils vont le faire. Ils vont le faire si ils vont le faire, bien sûr. C'est assez incroyable. On arrive... Ouais, vas-y, Nico. Je pose quand même la question entre toujours, où se trouve l'équilibre entre la déconnexion et en fait la discipline du groupe, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien qu'il y a cette dimension dogmatique en fait qui anime le groupe macroniste d'une manière générale. Mais en fait, à certains moments, on se dit c'est pas possible qu'il soit à ce point déconnecté des réalités, même si on sait que l'entre-soi bourgeois a été assez bien documenté par les sociologues. On ne sait jamais trop en fait où se trouve exactement le curseur chez eux en fait. Et je fais même une parenthèse, on a interviewé David Rayman, c'est un député ultramarin et président de la commission ultramarine, et il a dit, même nous, transpartisans, avec le nouveau gouvernement, on perd toutes les relations qu'on avait avec les attachés parlementaires, avec la commission gouvernementale, tout le travail
est tombé à l'eau. Mais en fait, ça va dans le même style de ce que tu dis, quoi. En fait, tout à fait. Peu importe. En fait, le en même temps macroniste, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe vraiment. Mais ce n'est pas le en même temps qu'ils disent eux. Eux, ils disent en même temps gauche et droite. La vérité, c'est qu'en même temps, ils ont un agenda, c'est-à-dire ils savent où ils vont, ils ont des grandes lignes, et en même temps, ils sont au doigt mouillé en permanence. Sur l'éducation nationale, on le voit parfaitement. Je veux dire, les annonces de Macron à Marseille, il y a Pape Ndiaye qui est à côté de lui, et on voit à sa tête qu'il n'est absolument pas au courant de ce qu'est en train d'annoncer Macron. Donc le président parle, il dit bah tiens, ça sera 8h, 18h, j'ai envie d'annoncer ça, etc. Puis derrière, il y a le ministre et tous ses services et tous les services académiques qui courent derrière pour rendre réel ce qu'il y a. Mais c'était déjà le cas avec Blanquer. Blanquer qui dit tout est prêt le 13 mars au moment du confinement et de la fermeture des écoles, tout est prêt, rien n'était prêt. Donc c'est en même temps. Voilà, ils ont un agenda, mais ils sont au doigt mouillé. En même temps, ils savent très bien ce qu'ils font. Et en même temps, ils sont dans la pensée magique. Mais ils sont vraiment dans la pensée magique. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il suffit… Vous savez, la pensée magique, c'est ce truc des gamins qui disent « on dirait qu'on serait des chevaliers » et paf, on est des chevaliers. Et ben, eux, ils ont cette certitude que la parole est performative. Alors, ce qui est vrai, en partie, hein. Mais donc, ils disent, voilà, on va ouvrir les collèges de 8h à 18h en REP. Et donc, voilà, ça y est, c'est fait. Mais en fait, ben non, en fait, il faut tout faire, il faut tout mettre en place pour que, etc. Donc, ils sont tout le temps en train de courir derrière. Et pour répondre à ta question, Nico, en même temps, ils sont déconnectés. Ça, il faut le savoir. Moi, en tant que député, j'ai mis énormément de garde-fous. On n'a plus le temps pour en parler, mais ça serait intéressant d'en parler. J'en parle. J'ai un article sur mon site qui explique tout ça. J'ai mis énormément de garde-fous pour ne pas perdre pied, moi. Parce que l'air de rien, on te bascule dans un monde qui n'est pas le tien. On te fait voyager en première dans le train. Alors moi, je demande à voyager en seconde. Tiens, premier garde-fou, etc., etc. Mais tout va comme ça. Quand tu viens déjà d'un milieu extrêmement bourgeois et puis que, en fait, on te bascule là-dedans, il n'y a rien qui change. Et pour eux, le monde, c'est ça. Mais même pour nous, qui venons majoritairement d'un milieu, et même quasiment unanimement d'un milieu qui n'a rien à voir avec celui-là, on se retrouve basculé dans ces codes-là, dans ces facilités-là, etc. Et donc, il faut faire très attention pour ne pas oublier, pour ne pas perdre justement cette logique-là. Moi, je prends le métro tous les matins. Je prends la ligne 8 tous les matins. C'est la pire ligne de la RATP aujourd'hui. C'est prouvé scientifiquement. Et ben, la ligne 13 je pourrais prendre un taxi. Avant, c'était la ligne 13, maintenant, c'est la ligne 8. Ils ont arrangé la ligne 13. Ah ouais. Non, ils ont empiré la ligne 8. Je pourrais prendre un taxi. Et très franchement, certains jours, ça serait plus peinard, etc. Mais d'abord, moi, je supporte mal ce truc de me faire servir, etc. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à faire. Et puis, deuxièmement, ça me semble super important d'être tous les matins dans cette ligne 8, serré dans un wagon avec tout le monde et de voir ce que vivent les gens et de ne pas être complètement coupé. Et donc, eux, ils sont en même temps persuadés, et ça, il faut le comprendre, en même temps persuadés de leur logiciel idéologique, etc., et en même temps coupés du monde, ce qui fait que rien ne vient, en fait, confronter leur vision du monde. Moi, je m'en suis rendu compte, par exemple, le soir de la défaite de Castaner. D'abord, il était intimement persuadé qu'il allait gagner, donc c'était inimaginable pour lui de perdre. Et donc, ça a été un drame absolu. Alors que s'il avait eu des capteurs un petit peu plus fins, il se serait peut-être rendu compte qu'il y avait un danger. Mais deux, il s'est pris ce jour-là l'avalanche de haine des gens qui détestaient Castaner, ministre de l'Intérieur, de Gilets jaunes, etc. Parce qu'il y a eu des milliers, des milliers, des milliers de messages ce soir-là. Mais ça veut dire qu'il en était protégé auparavant, par tout son petit monde, par son microcosme. Ouais, il y avait un filtre, effectivement. Il y avait un filtre, quoi. Et donc, moi, un de mes garde-fous, c'est d'avoir, vous avez vu Romain tout à l'heure, mais mon directeur de cabinet, c'est le copain avec qui je milite au syndicat depuis 15 ans, 20 ans même. C'était même mon chef au syndicat. Autant vous dire qu'il ne va pas me laisser faire n'importe quoi, etc. Voilà, c'est super important de garder ce lien-là aussi. C'est génial. On arrive déjà à la fin de l'émission, donc ça passe monstrueusement vite et avec les petits soucis de technique, on a rattrapé ce temps perdu. Comment ça va se passer à la rentrée parlementaire? Quelles sont les prochaines dates de tes rendez-vous importants, au-delà des amphis auxquels tu vas peut-être te rendre, j'imagine? Qu'est-ce qui va se passer dans la Circo à la rentrée?
Alors, d'abord, dans la Circo, là, je suis en vacances parlementaires, mais je ne suis pas encore en vacances, je vous le disais avant l'émission, je ne suis pas encore en vacances dans la Circo. Je pars en vacances le 5 août. Voilà, donc jusqu'au 4 août, on est là, on est présent. On a rempli en particulier cette semaine-là qui arrive là, à partir de demain, avec énormément de rendez-vous qu'on avait dû reporter, annuler du fait de l'agenda parlementaire qui prenait un peu toute la place. Donc, beaucoup de déplacements, beaucoup de rencontres. On continue à aller à la rencontre des maires, à aller à la rencontre des entreprises. On a une rencontre sur le pastoralisme, etc., qui arrive. Le 13 août, je serai par exemple à la foire agricole d'Ongles, qui est un lieu important de rencontre avec les éleveurs, les bergers, etc., etc. Et puis après, tu l'as dit, les amphis. J'anime 2 conférences aux amphis. Une sur les colonies de vacances, qui est vraiment l'un des points sur lesquels j'espère réussir à faire quelque chose pendant ce mandat, puisque j'étais animateur et directeur de centre de vacances presque toute ma vie et que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément. Et puis une autre sur la militer en ruralité, qui est un atelier, qui n'est pas une conférence, en lien avec le livret EduCop et le livret ruralité. Et puis après, on aura une semaine en circonscription qui va ressembler un peu à la semaine qui vient là, tout début septembre, extrêmement active, avec énormément de rendez-vous. Et puis après, je reprendrai une toute petite semaine de vacances parce que pour tout vous dire, mon épouse travaille cet été. Et donc, on n'a pas de vacances ensemble cet été. Donc, on prendra une petite semaine à la rentrée. Et puis, juste après, en fait, ça reprend très rapidement à l'Assemblée puisqu'on a le 13 et 14 septembre les journées parlementaires du groupe LFI NUPES. Donc, on profite de ce moment où on ne siège pas. Parce que je vois souvent passer des messages qui disent « Ouais, ils sont 50 dans l'hémicycle, c'est un scandale, etc. etc. » Mais en fait, il faut vraiment comprendre, ça c'est important à comprendre aussi, que l'hémicycle se déroule en parallèle avec énormément de choses à côté. Donc, on est tout le temps pris. Tu n'as pas que ça, tu n'as pas que la commission, que l'Assemblée, puis on voit des temps morts effectivement entre-temps. Donc ça laisse à imaginer. Il y a la présence en circo, il y a les réunions de groupe, il y a tout le travail qu'on fait. Je veux dire, monter une opération comme Allo Ruralité là qu'on est en train de monter pour la rentrée, c'est des heures de boulot. C'est des heures de boulot, il faut bien qu'on les cale quelque part. Et donc, on profite du mois de septembre où on ne siège pas en hémicycle pour faire ce qu'on appelle nos journées parlementaires. C'est un moment super important où on se retrouve avec tout le groupe, avec les collaborateurs, un moment à la fois de formation, d'échange, d'établissement de la stratégie politique pour la rentrée. En particulier, à la rentrée, il y a des textes extrêmement importants qui arrivent. Le retour du projet de loi travail, après passage au Sénat, le PJL, le projet de loi immigration, on n'est pas prêt, je crois. L'immonde projet de loi. Voilà, ça va être terrible. Donc, il y a un gros boulot à faire là-dessus. Et puis, en circonscription, il y a quelques dates déjà qui sont posées. Je ne sais pas si vous êtes au courant que comme il y a 60 départements en France qui n'ont pas de député LFI, on a chacun pris un département en référence en plus d'une autre. C'est très bien que tu peux le mentionner d'ailleurs. Ouais. Et donc, moi, je suis référent des Hautes-Alpes, le 05, qui est mon voisin immédiat au nord, avec qui on travaille depuis longtemps avec les copains soumis là-haut, et puis qui est un département rural, alpin, qui ressemble beaucoup au mien. Donc, ça me paraissait intéressant d'être référent de ce département-là. On fait beaucoup de choses avec eux. Là, j'ai été très actif à Briançon sur la question de l'accueil des exilés. Il y a un lieu qui s'appelle les Refuges Solidaires, à Briançon, qui a 64 places d'hébergement. Ils sont à 170 actuellement, personnes accueillies. Donc, il y a vraiment besoin de soutien. Si vous pouvez mettre sur votre site le lien pour donner des sous, c'est bienvenu. Mais voilà, je m'y suis rendu à plusieurs reprises. On cherche des solutions. Donc, on va continuer à bosser là-dessus à la rentrée. À la rentrée, il va y avoir aussi, je crois, le 29 septembre, une conférence, une réunion publique que j'anime avec Gabriel Amar à Savines-le-Lac sur la question de l'eau et de la ressource en eau. Donc, ça va être un moment, je pense, très important. Et puis, sinon, AG de rentrée, comme d'habitude, avec la France Insoumise 04, et puis présence sur le terrain plus, avant qu'on reprenne dans l'hémicycle le 2 octobre. Eh bien, c'est pas mal. Ça fait un sacré agenda. Cet agenda que vous pouvez retrouver effectivement sur ses différents réseaux sociaux et sur son site internet, présent sur Facebook, Instagram, Twitter. J'en ai peut-être oublié d'autres. Mais en tout cas, tu es très présent sur les réseaux sociaux grâce à ton équipe. Le mot de la fin,
Merci à toi, Léo. Merci à Nico. Merci à toutes les personnes qui ont participé. Blata, Magali, j'en oublie beaucoup. Patricia. Voilà, Patricia. En tout cas, nous avons invité largement les groupes d'action et j'espère que vous pourrez revoir aussi cette émission, effectivement, en replay sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Twitch. Ce fut un plaisir. On va pouvoir te libérer. On te garde 3 minutes après pour le débrief, Léo. Qu'est-ce que tu veux dire pour la fin, avant que je lance ce spot? Eh ben, la première chose que je voudrais dire, c'est que Nico le disait tout à l'heure, on est dans une période particulièrement inquiétante. Et oui, il faut en être absolument conscient et se dire que on rentre dans une phase, je ne sais pas comment la qualifier, je ne veux pas être trop terrifiant, mais pré-fasciste me semble pas trop loin de la réalité. Donc ça, c'est pour le côté négatif. Mais le côté positif, c'est que si on n'était pas là, moi j'aime inviter tout le monde très régulièrement à réfléchir à si les 75 députés LFI n'étaient pas là à l'Assemblée nationale. Imaginez le pays dans lequel on serait aujourd'hui. Et donc, on n'a pas d'autre choix de continuer le combat. Je pense qu'on peut le remporter parce que, quand je disais en même temps, ils sont en même temps dans une dérive autoritaire et illibérale, mais également, ils n'ont jamais été aussi fragiles. Nous, on l'a vu au moment de la mort de Naël, on les a vus vaciller. Alors, ils ont réussi à retourner de manière très impressionnante, en à peine 15 jours, l'opinion là-dessus, mais ils n'ont jamais été aussi proches de tomber. Donc, continuons le combat. J'aime bien citer Victor Hugo en général dans ce moment-là pour dire que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Eh bien, restons vivants et courage à tous. Eh ben, c'est super. Merci à toi, merci à Nico. La lutte continue. Suivez Léo sur les réseaux sociaux et sur son site internet. Je lance ce spot. On reste en ligne, Léo, pour le débrief tout de suite après. À tout de suite. Merci à vous toutes et passez un bon dimanche. Reposez-vous bien.